du mondialisme. Poursuivons sur le volet économique. Grèce, euro et traité transatlantique, se libérer du mondialisme, c'est le sujet de la première table ronde que nous allons organiser ce matin. Et je vous propose d'accueillir nos intervenants, Bruno Le Maire, Jean-Richard Sulzer, Philippe Murer, Pierre Cros et Ghislain Dubois. Bien, et avant de vous présenter nos intervenants, je vous précise pour être tout à fait complet que plusieurs tables rondes se déroulent en même temps à cette heure-ci. La première, donc je vais vous présenter les intervenants dans quelques instants, mais vous avez également deux autres tables rondes au Palais des Arts. Le Palais des Arts, c'est lorsque vous sortez donc de ce palais, vous avez en face le Palais des Arts avec deux salles. La salle Pithéas, donc avec une table ronde sur les régions au service de la défense de la ruralité. Table ronde dirigée par Philippe Loiseau, qui est député européen et conseiller régional, avec Éric Richermoz, secrétaire général du collectif Nouvelle Écologie, et Jean-François Batelier, président de la coordination rurale de Côte d'Or. Et également au même moment, une troisième table ronde, salle Eutimène, l'enracinement régional face à la mondialisation. Table ronde dirigée par Pascal Cana, membre du bureau politique, secrétaire départemental, avec deux députés européens, Mylène Trozinski, député européen et conseiller régional de Picardie, et Dominique Martin, député européen et conseiller régional de Rhône-Alpes. Alors je vous rappelle le sujet de la table ronde qui se déroule ici, en salle plénière. Le sujet c'est Grèce, euro et traité transatlantique, se libérer du mondialisme. Pour cette table ronde, je vous présente nos intervenants. Jean-Richard Sulzer, donc agrégé des facultés des sciences économiques HEC. Il est également adjoint au maire à Hénin-Beaumont, on peut le dire. Philippe Murer, conseiller économique et également au niveau du Front National chargé du domaine économique. Pierre Cros, analyste en intelligence économique. Ghislain Dubois qui est avocat. Et pour animer cette table ronde, Bruno Le Maire, il est professeur d'université, secrétaire général du club Idées et Nations. Et je laisse la parole à Bruno Le Maire et Jean-Richard Sulzer. À tout à l'heure. Oui, ça marche. Bon, tant mieux. Bonjour à toutes et à tous. Je vous donne les thèmes de nos interventions successives qui seront brèves, car nous souhaitons évidemment laisser la parole et les questions à la salle, dans la mesure où les problèmes sont graves, ils sont liés, et quand même, il faut le dire, entre le TAFTA et l'euro, la question est assez protéiforme. Alors, Bruno Le Maire abordera les questions des échanges internationaux et des monnaies. En ce qui concerne Pierre Cros, qui est ici, c'est un spécialiste d'intelligence économique qui vous parlera du désarmement de la France dans le domaine de l'intelligence économique. C'est un très haut fonctionnaire qui est là, voilà, en invité. Ghislain Dubois nous parlera du TAFTA et nous essaiera de nous expliquer un petit peu les pièges que recèle cet accord dont personne ne veut, à commencer, je crois, par les États-Unis maintenant. Et Philippe Murer, qui est le conseiller économique de Marine Le Pen et l'acolyte de Jacques Sapir, nous expliquera pourquoi il faut nous libérer du mondialisme. Je vous propose d'ailleurs que Pierre Cros passe en dernier et que, de façon à respecter l'ordre logique des interventions. Pour ma part, je voudrais aborder le problème de l'euro, c'est-à-dire l'historique d'une fausse bonne idée. Au fond, les gens qui ont inventé l'euro ont cru bien faire, et maintenant, si nous voulons en sortir, il faudra nous pencher sur l'historique qui nous a engagés dans ce traquenard. Pourquoi sommes-nous tombés dans ce piège? Alors je vous rappelle qu'en 1944, après la conférence de Bretton Woods, le dollar était roi. Les États-Unis en ont abusé, ils ont équilibré leur balance commerciale en faisant marcher leur planche à billets,
et il y a eu très vite une crise, et le 15 août 1971, le président Nixon, a supprimé la convertibilité du dollar en or à raison de 35 $ l'once. C'est le 15 août 1971. À partir de ce moment-là, s'est installé un désordre monétaire international qui était attisé par le double choc pétrolier. Ceci paralysait le commerce international, mettez-vous à la place d'un importateur qui fait une marge de 15%, avec une livraison à 6 mois. Que se passe-t-il si les monnaies fluctuent les unes par rapport aux autres de 25%? Eh bien, il risque de perdre 10% et de manger sa marge, qu'il soit importateur ou exportateur. C'était très mauvais pour nos industriels comme pour nos commerçants. D'où en 1972 a été imaginé le système du serpent monétaire européen. Au fond, on a intérêt peut-être à regarder ce qui s'est passé parce qu'on pourrait bien y revenir. Le système monétaire européen est né le 10 avril 1972 à Bâle. Le système, c'est un traité, c'est pas un traité d'ailleurs, c'est une convention interétatique. Le système était simple. Deux devises ne peuvent voir leur taux de change au sein du système monétaire européen fluctuer au-delà de plus ou moins de 20,25%. Le mark et le franc ne peuvent pas fluctuer l'un par rapport à l'autre de plus ou moins de 25%. Cela laissait quand même une certaine sécurité pour ce qui était de l'import-export des producteurs et nos agriculteurs qui exportaient, et le tout en devises étrangères. Et si un pays est incapable de respecter cet engagement, alors il quitte le serpent monétaire européen. Ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à quitter le système. C'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne et l'Italie. C'est ce qu'a fait la France 2 fois, en 1974 et en mars 1976. Nous avons fait le ménage dans nos finances et on est revenu après. C'était un système où on entrait et sortait librement. Et peu à peu, on a regardé le centre du serpent, sa colonne vertébrale, qui ondulait par rapport au dollar. Toutes les monnaies ondulaient les unes par rapport aux autres, sauf les monnaies du SME, qui, elles, étaient relativement stables entre elles. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fixerait pas la parité du franc, du mark, des monnaies souveraines par rapport au centre de ce tunnel? Et c'est là, le 13 mars 1979, qu'est né le système monétaire européen et ce qu'on appelait l'ECU, l'unité de compte européenne. L'unité de compte européenne, c'était justement un panier des monnaies du serpent. Suivant leur poids économique, il y avait 30,1% de Deutschmark, 19% de francs français, 13% de livres sterling, et déjà d'ailleurs 0,8% de drachmes grecs, ça veut dire le poids de la Grèce. Les monnaies pouvaient fluctuer de 1,125% par rapport à l'écu. C'est-à-dire qu'en fait, le franc, la parité du franc était définie par rapport à l'écu. De même d'ailleurs que le franc CFA, indirectement, cela permettait de stabiliser les monnaies, d'assurer leur convertibilité externe. Et la France avait évidemment le droit, comme tous les pays, de dévaluer. C'est ce qu'elle a fait 3 fois sous le gouvernement Mauroy. Les socialistes ont toujours été les champions de la dévaluation tant que ça a été autorisé. Entre-temps, durant d'ailleurs ces négociations, le 6 décembre, Jacques Chirac a lancé l'appel de Cochin parce qu'il voyait peut-être que derrière le cul, on allait nous vendre. Donc c'est ce qu'on appelait la monnaie commune, l'écu, qui servait de transaction budgétaire entre les États et qui servait également de plus en plus de monnaie de transaction entre les Français, les Italiens, les Français, les Américains, les Français, les Canadiens. Ça supplantait peu à peu le dollar. Les Anglais ont boycotté l'écu, qui, d'ailleurs, ils en ont été éjectés. C'est même pas un boycott, c'est qu'ils ont été sortis du système par la spéculation des fonds, des hedge funds de George Soros. Mais de 1979 à 1993, l'écu a créé un îlot de stabilité. L'écu était destiné à servir de monnaie pour les virements entre les États au sein de la communauté économique européenne. Et dès 1985, l'écu a été admis comme monnaie de réserve. Et plus grave,
c'est qu'il a commencé à concurrencer le dollar pour servir de monnaie de référence dans les échanges internationaux. Dès lors, les fonds spéculatifs américains, guidés par les Américains, se sont déchaînés. Et ils se sont déchaînés sur les maillons faibles, les monnaies faibles du système monétaire européen. George Soros l'a emporté et il a fait claquer la lire, puis le franc, enfin, les monnaies se sont effondrées les unes après les autres, et les marges à l'été 1993 se sont élargies jusqu'à plus ou moins 15%. Alors, dire qu'on peut varier de plus ou moins 15% autour de la parité définie par rapport à l'écu, ça veut dire qu'il n'y a plus de convertibilité du tout, enfin, il n'y a plus de stabilité. Alors, à ce moment-là, le traité de Maastricht a signé le 7 février 1992, qui était le piège fédérateur, et je crois que le précédent intervenant l'a clairement dit, il y avait un piège pour nous entraîner vers la supranationalité, est entré en vigueur le 1er novembre 1993, avec non plus la monnaie commune, le franc convertible en écu, mais avec une monnaie unique qui était l'euro, qui condamnait le franc, la lire, le marque, enfin le marque triomphe et la drachme. Avec donc une monnaie unique et dont la stabilité était assurée par la tutelle de l'Union européenne, tutelle, on voulait politique, économique et fiscale sur les États afin de gérer la monnaie unique. Les parités ont été gelées le 31 décembre 1998 et les monnaies nationales ont disparu le 28 février 2002, jour ô combien funeste. Et la mécanique confédérale, vous le savez, a battu son plein avec le traité de Rome II qui a été signé, tout comme le premier traité de Rome qui a créé la Communauté économique européenne, qui a été signé à Rome le 25 octobre 2004. Une petite anecdote, il a été signé au Capitole, ce qui prouve qu'au Capitole, il n'y a pas que des oies, mais il y a aussi des diplomates. Et il a été signé, ce qui n'est pas de bon augure, au Capitole, dans la salle des Horaces et des Curiaces. Voilà, ce qui en dit long sur la tragédie. Tout ça est évidemment, devait nous préparer à un projet de constitution européenne qui aurait fait disparaître la constitution française, puisqu'un État ne peut pas avoir de constitution. La France a rejeté le traité, la constitution européenne, le 29 mai 2005, suivi par les Pays-Bas le 1er juin 2005. Et c'est là que tout a déraillé, parce que nous avons désormais, et c'est là que les autres intervenants vont nous donner leur opinion, une monnaie fédérale sans fédération. Il n'y a pas de fédération politique. Aux universités d'été d'Anguin, c'était en septembre 2004, j'ai noté ces divergences. J'étais universitaire et j'avais inventé un indice qui était repris depuis, qui s'appelle l'indice McBurger. Quel est le prix du McBurger, qui est le produit standard, à Berlin, à Francfort à l'époque, à Athènes, à Milan, et on voyait que les prix divergeaient, ce qui voulait dire que les politiques économiques divergeaient. On m'a pris, je vous le dis tout de suite, je peux prendre à témoin Bruno Gollnisch qui présidait la réunion, pour un zinzin, pour un cinglé, en disant si la Constitution européenne passe, la France disparaît, si la Constitution européenne ne passe pas, la France, c'est l'écu et l'euro, enfin l'euro d'un côté et l'Europe de l'autre, qui vont être mis en danger. Voilà, j'avais demandé à mes chers collègues de faire tenir leurs propos dans les 5 à 7 minutes. J'en ai terminé. J'espère que cette perspective historique, cette rétrospective, nous servira pour chercher les voies afin de sortir de ce piège mortifère qu'est l'euro. Et je vous remercie de votre attention. Chers amis, je n'ai que 6 minutes 30 pour parler de deux thèmes très importants, monnaie et échanges internationaux, ou plus rapidement dit, euro et protectionnisme. En ce qui concerne l'euro, je vais vous parler ici que d'un point de vue technique, même s'il y aurait beaucoup à dire au niveau politique, Jean-Richard en a parlé, et sur les arrière-pensées qui ont conduit à son instauration. L'euro est un outil
qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas apporté tous les bienfaits annoncés, loin de là, au moins aux Français et à la majorité des Européens. On en juge un seul exemple pour cela. La France, dont le commerce international était excédentaire jusqu'en 2002-2003, s'est mis à accumuler des déficits avoisinant en moyenne 50 milliards par an, alors que l'Allemagne, déficitaire initialement, a un solde commercial qui dépasse maintenant 200 milliards. Ce n'est pas la seule cause, mais le carcan de l'euro, monnaie unique, y contribue. Alors je vais prendre une image. Vous n'avez pas le talent ni l'accent de Stéphane Ravier, même si je suis né en Catalogne, mais juste une image qui a été en partie empruntée déjà. Fin 2011, imaginons une course de chevaux, fin 2001, pardon, une course de chevaux est lancée avec 11 canassons ayant chacun un certain handicap sur le dos pour essayer de faire galoper à la même vitesse. Il se trouve cependant que ces handicaps, c'était la parité dont a parlé Jean Richard, la parité de leur monnaie nationale vis-à-vis de l'euro, n'ont pas été correctement choisis et le cheval le plus rapide, le cheval allemand, a vu ses concurrents perdre pied ou sabot peu à peu. La seule solution aurait été de pénaliser le cheval allemand, c'est-à-dire d'augmenter son handicap. En termes monétaires, il faudrait pour cela que l'euro allemand soit plus fort que l'euro moyen et que l'euro grec ou portugais, voire italien, perd beaucoup de sa valeur vis-à-vis de l'euro moyen. De fait, il faudrait rebâtir une monnaie ou un système monétaire, on a parlé un petit peu déjà avec Jean-Richard, intermédiaire entre la monnaie de référence, qui reste encore malheureusement le dollar, et les diverses monnaies nationales. Pour que chacun des chevaux, des pays européens, maintenant il y en a 17, il y en avait 11 initialement, ait une chance de courir à armes égales. Le nom savant de cette monnaie intermédiaire serait une monnaie commune, assez proche de l'écu dont on a parlé, qui permettrait aux échanges internationaux de se rééquilibrer peu à peu. De fait, l'outil que représentait l'euro aurait pu fonctionner. Il aurait fallu pour cela, non seulement que les parités initiales soient judicieusement choisies, mais qu'il y ait aussi une convergence des normes sociales, fiscales et techniques dans les différents pays. En d'autres termes, il aurait fallu que les différents pays deviennent des clones les uns des autres, que la Grèce soit un modèle réduit de l'Allemagne, que nos cousins italiens soient identiques aux Français. Pure utopie mondialiste, digne de tous les experts hors sol, que je ne citerai pas, qui veulent détruire la notion même de notion et d'identité nationale. La renaissance d'une monnaie nationale est donc indispensable si nous voulons rester pleinement et authentiquement français. On nous dit que c'est techniquement très long et difficile et politiquement impossible. Pour la politique, je laisserai s'exprimer Marine et d'autres cadres sur le sujet. D'un point de vue technique, il n'y a rien de plus facile. Informatiquement, cela prendrait quelques heures, sachant de plus que 93% des échanges réalisés actuellement sont de type électronique. En ce qui concerne les billets physiques, fabriquer des tampons pour frapper les euros anciens n'est pas trop difficile. En quelques jours, ce serait fait, surtout si tout est prêt. Pour les nouveaux billets de euros français, ou francs patriotes, ou francs marine, imaginez le nom que vous voulez, la Banque de France peut faire cela en quelques semaines. Et d'ailleurs, on a des spécialistes ici qui pourront y répondre. Pendant ce temps, les euros anciens garderaient leur utilité, surtout s'ils sont tamponnés. Une conversion à l'euro, le franc nouveau ou le franc patriote ne pose donc aucun problème technique. Venons-en maintenant au commerce international et au protectionnisme intelligent que nous proposons. L'utilisation d'une monnaie nationale est importante, mais contrairement à ce que suggèrent certains, ce n'est pas suffisant, au moins sur le long terme. On peut avoir un débat avec Philippe Muller tout à l'heure là-dessus. Une dépréciation d'évaluation peut en effet nous conduire à une guerre des monnaies dommageable pour tout le monde, surtout pour ceux qui ne bénéficient pas du privilège exorbitant de création de la monnaie de référence actuelle, le dollar. C'est au libre-échange débridé qu'il faut s'opposer. On a parlé tout à l'heure du traité de l'acte unique, hein, c'est aussi à ça qu'il faut s'opposer. C'est au libre-échange débridé qu'il faut s'opposer, et pour cela réinscrire nos échanges dans l'esprit de la charte onusienne de la Havane. L'esprit fort simple et beaucoup plus convaincant que le tristement célèbre esprit du 11 janvier. De fait, la charte de la Havane nous dit qu'aucun pays ne devrait chercher à exporter plus qu'il n'importe. On comprend pourquoi cela ne plairait pas à l'Allemagne,
avec ses 200 milliards d'excédents, et que juste après-guerre, cela n'a pas plu aux USA qui ont oublié de rectifier cette charte. Plus important encore, cette charte suggère que les pays régulièrement excédentaires devraient aider les pays importateurs nets à exporter davantage et ou à importer moins. Là encore, on comprend que l'Allemagne ne soit pas d'accord. C'est justement dans cette optique de rééquilibrage coopératif. Le mot coopératif est essentiel, que nous inscrivons au Front National. Au-delà des mesures classiques de droit de douane spécifiques, nous proposons une mesure beaucoup plus originale et que nous croyons plus efficace et plus dans l'esprit de coopération entre nations qui est celui de la charte de la Havane et qui s'oppose à l'acte unique. Cette mesure, c'est celle de l'instauration générale de droit importé, instauration qui peut être faite suivant les besoins par l'intermédiaire de marchés libres ou de gré à gré ou par des mesures administratives ciblées. L'idée en fait est d'associer à chaque importateur ou groupement d'importateurs ou zones géographiques son pendant d'exportateurs. Les importations et les exportations tendant ainsi à s'équilibrer, ce qui ferait de la Maison France une entreprise d'import-export aux échanges équilibrés. Ce sont les écluses commerciales dont parle Marine, et ce n'est pas les barrages dont parlent nos adversaires, l'herpès. Cela ne signifie nullement que nos importations seraient réduites, ce qui peut arriver, mais surtout que les exportations seraient développées, ce qui impliquerait par là même une hausse de la production nationale, donc de l'emploi. Un autre avantage de cette mesure, celle de droit importé, est qu'elle ne devrait pas donner lieu à des mesures de rétorsion d'autres pays, puisqu'elle correspond en fait à une coopération entre entreprises et entre nations, recherchant et conduisant un équilibre des différents sols commerciaux. Si aucun pays n'est déficitaire, cela entraîne bien sûr qu'aucun pays ne soit excédentaire. Cette absence de déséquilibres commerciaux est une des conditions de la fin de toute guerre économique, dont on sait hélas comment cela se termine trop souvent, par des guerres véritables. Je vous remercie de votre attention. Merci Bruno Le Maire. Ton intervention, j'ai vu, a fait saliver Philippe Murer qui piaffe dans son box et nous lui laissons la parole. Merci beaucoup Bruno pour cette très bonne intervention et ces très bonnes propositions. Moi j'ai attaqué le sujet sous un angle un peu différent, c'est puisque se libérer du mondialisme, mais pourquoi faut-il se libérer du mondialisme? Alors d'un point de vue philosophique, Claude Lévi-Strauss, notre anthropologue, y a répondu d'une façon très intéressante. Il a montré qu'une société trop fermée, une société autarcique, se sclérose. C'est le cas par exemple de la Corée du Nord, c'est une évidence. A l'inverse, une société trop ouverte, comme est en train de devenir la nôtre, se dissout. Cet argument prend toute sa pertinence dans la société d'aujourd'hui. On sent que la France se dissout et on peut saluer ce grand homme pour la justesse de son analyse. L'idéal, c'est donc une société ni trop ouverte, ni complètement offerte, mais pas fermée non plus. C'est donc la métaphore de la peau qui vient à l'esprit, c'est-à-dire la peau laisse passer ce qui est bon pour notre organisme et filtre ce qui est mauvais. Rentrons maintenant dans le vif du sujet qui est l'économie. Donc, on peut décrire le mondialisme comme une ouverture de plus en plus forte, à marche forcée de nos économies. Ce phénomène commence à la fin des années 70. Donc regardons en un coup d'œil les conséquences concrètes du mondialisme, c'est-à-dire les transformations de l'économie française entre la fin des années 70 et aujourd'hui. En France, le libre-échange absolu a entraîné, comme vous le savez, comme vous avez pu le voir, des délocalisations d'industries anciennes et des localisations directes d'industries nouvelles, notamment dans les pays émergents. D'où la désindustrialisation, le chômage et un taux de croissance qui est passé en 40 ans de 3-4% à une moyenne de 0 ces derniers temps. Dans tous les pays industrialisés, on retrouve le même phénomène avec un chômage important, la désindustrialisation et la baisse tendancielle du taux de croissance. Cependant, ceux qui sont culturellement peuvent supporter une inégalité très conséquente. Je pense aux pays anglo-saxons évidemment, ont un peu moins de chômage, mais beaucoup plus de pauvres. On pensera aux 50 millions de personnes qui mangent grâce à des bons alimentaires aux États-Unis, c'est-à-dire à la soupe populaire. Ils ont en revanche les mêmes problèmes de désindustrialisation et une baisse forte de leur croissance. Mais plus grave, après avoir profité des délocalisations, les émergents commencent aussi à avoir de très sérieux soucis de croissance. Vous l'avez vu récemment avec la Chine, qui a une croissance réelle qui est autour de 2% et qui plonge, entraînant dans sa chute de très nombreux pays,
qui ont aussi leurs problèmes spécifiques, comme le Brésil qui est en récession, la Russie, l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Turquie. À coup sûr, la prochaine crise sera sanglante aussi dans les pays émergents. Mais la question, c'est pourquoi le monde entier est-il en train de rentrer en crise économique quasiment continue? En fait, pour simplifier, on peut dire que par le biais du libre-échange le plus absolu, les salariés de toute la planète ont été mis en concurrence les uns avec les autres. Les multinationales peuvent délocaliser leur production d'un pays à l'autre au gré des fluctuations de salaire des autres conditions. Du coup, la hausse des salaires depuis 35 ans est trop faible et ne peut pas absorber la hausse de la production qui vient de l'amélioration de l'efficacité dans l'industrie, c'est-à-dire la productivité. Maintenant, au départ, le système a réussi à compenser cette demande trop faible en permettant un endettement de plus en plus important des entreprises et des ménages. Maintenant que tout le monde est endetté, nous sommes entraînés, il n'y a plus de demande et nous sommes entraînés dans une crise mondiale de surproduction. C'est à quoi nous allons faire face. Voilà où nous a conduit la mondialisation économique et le libre-échange absolu. Maintenant, l'échec est total et évident, et il appelle un changement majeur de modèle économique pour y faire face. Mais ce n'est absolument pas le projet des mondialistes et des européistes. Ils veulent au contraire aller beaucoup plus loin dans le mondialisme. Les droits de douane étant pratiquement nuls à l'heure actuelle, il ne reste qu'une solution pour encore accentuer la mondialisation de nos économies. Il faut détruire ce que les européistes appellent les obstacles tarifaires. C'est tout le projet actuel de l'Union européenne, avec notamment le traité transatlantique dont nous parlera Guylain. Ces obstacles tarifaires sont devenus une obsession à Bruxelles. Demain, ils devront être éradiqués. Ce qui est appelé obstacle non tarifaire, ce sont les spécificités des économies des différentes nations. Ce sont toutes les différences de normes et donc les choix de société qu'on fait et que feront des nations différentes aux cultures différentes. Le projet libre-échangiste va donc maintenant frapper au cœur de nos sociétés pour éradiquer toutes les différences entre les nations. Tout cela pour faciliter le commerce. Et c'est bien là le rôle du traité transatlantique qu'on appelle TAFTA, c'est d'empêcher les choix de société en obligeant tous les pays européens et américains à avoir les mêmes normes, le même fonctionnement. C'est la volonté explicite de ce traité. Alors pour vous donner quelques exemples, avec le traité transatlantique, le peuple français ne pourra plus dire « nous refusons les biberons en plastique contenant du bisphénol A, des quasi-hormones qui perturbent les organismes des bébés ». Tous les pays n'étant pas d'accord au même moment sur le sujet, nous ne pourrons pas prendre ce genre de décision, car ce serait un obstacle non tarifaire au commerce. Avec le TAFTA, nous n'aurions pas pu interdire l'exploitation des gaz de schiste, l'arrivée des OGM, cela aurait été considéré comme la mise en place d'obstacles non tarifaires au commerce. Et pour verrouiller tout cela, le TAFTA crée un mécanisme d'arbitrage, une justice au-dessus des justices nationales, qui empêchera tout changement de normes, toute différence entre les nations. Et Guylain vous en parlera. Donc après avoir verrouillé tous les choix économiques, le mondialisme passe au stade supérieur et verrouille les choix de société. Je laisserai mes collègues parler, donc ils en ont déjà pas mal parlé, de l'euro, de l'UE et de tous les moyens qui rendent le pouvoir politique impuissant. Mais je vais vous parler rapidement d'un problème d'un sujet dont on ne parle pas assez, et je connais bien puisque j'ai travaillé dans les marchés financiers, c'est celui d'une finance devenue destructrice pour nos entreprises et pour notre économie. La mondialisation économique, elle a été créée évidemment à l'image de la puissance dominante des États-Unis. La finance y est logiquement toute puissante, comme Wall Street là-bas. Si vous êtes chef d'entreprise dans cette salle, vous savez que les banques prêtent de moins en moins aux entreprises, même aux entreprises en bonne santé, et que ça pose de vrais problèmes. En revanche, les banques mettent en œuvre et soutiennent des opérations d'achat avec des endettements très importants, qu'on appelle les LBO, et qui pillent les entreprises. Je vais vous donner un exemple sur un sujet que vous connaissez tous, une entreprise que vous connaissez tous, qui est Picard, le distributeur de surgelés, qui fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Il s'est vu ponctionner de 600 millions d'euros par son propriétaire pour verser des dividendes, ce qui est monstrueux pour une entreprise d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et ils ont dû emprunter pour ça une grande partie de ces 600 millions d'euros. Que va-t-il se passer? Picard va devoir augmenter les prix et baisser la qualité de ses produits. Il va devoir pressurer ses salariés et les entreprises qui la fournissent, afin de rembourser cette dette étouffante pour verser des dividendes. On voit l'emprise néfaste de cette finance sur les entreprises. Au lieu de favoriser le développement des PME, elle restreigne les emprunts des PME
et les précieux dans des aventures spéculatives très dangereuses pour l'entreprise. Tout le monde économique en souffre. Il ne faut pas faire de clivage. Ce sont les chefs d'entreprise, les salariés et les consommateurs. Et vous savez que les grandes entreprises ne sont pas non plus à l'abri, puisque les grands patrons du CAC 40 ont leurs intérêts complètement alignés avec les marchés financiers par le biais des stock options. Vous avez vu que Michel Combes, l'ancien patron d'Alcatel, qui est resté 2 ans aux commandes, a vendu ce fleuron français à l'américain Microsoft et se voit remercié par 14 millions d'euros de bonus. Détruire le patrimoine industriel français est devenu très lucratif pour certains. Enfin, sachez que demain, le français moyen, et ça c'est important, c'est un thème qui est interdit à la télévision et à la radio. Le français moyen pourra avoir son compte en banque pillé pour renflouer une banque en difficulté. Il payera ainsi les erreurs de son banquier par une ponction de ses économies. C'est la loi d'airain de l'union bancaire mise en place l'année dernière par l'Union européenne avec l'accord des parlementaires PS et UMP. C'est un scandale absolu. Se libérer du mondialisme, c'est donc aussi se libérer de l'emprise étouffante de la finance sur notre économie qui touche donc chefs d'entreprise, salariés et consommateurs. Cela signifie avoir sa propre monnaie, gérer nos taux de change pour qu'ils soient adaptés à nos entreprises. Cela signifie définir des règles claires, des règles strictes pour que les banques financent l'économie réelle et non l'économie de spéculation des marchés financiers. Développer la bonne finance aussi, parce que nous sommes tournés vers l'avenir, c'est-à-dire le capital risque qui permet de lancer des entreprises nouvelles et de créer ainsi des emplois. Se libérer des mondialismes, retrouver la main sur notre monnaie, notre budget, nos frontières, faire du protectionnisme intelligent, c'est se donner le choix, la possibilité de faire des choix de bon sens dans l'intérêt de tous, des choix politiques qui nous permettront de faire face aux défis de notre époque. Chaque pays doit retrouver des leviers économiques pour reconstruire d'une façon spécifique son économie, d'une façon adaptée à son histoire et à sa culture. Merci Philippe, je pense que volontairement ou involontairement, tu as passé le relais à Guylain Dubois, puisque tu nous as mis en questionnement, on dit dans la novlangue, sur le fameux traité transatlantique, le TAFTA. Maître, mettez-nous au parfum. Merci beaucoup. Écoutez, je suis le seul des participants à ne pas être un économiste brillant, un spécialiste de la monnaie. Je vais donc vous tenir un discours de vulgarisation, parce que le sujet est à la fois excessivement précis et volumineux du point de vue juridique, et a des conséquences financières et économiques dont vous avez déjà sans doute perçu l'importance également au travers des interventions de mes précédents camarades. En fait, le TAFTA, ce fameux traité atlantique de libre-échange, c'est, passez-moi l'expression, en matière sexuelle, c'est l'orgasme, et l'Europe, ce sont les préliminaires. En effet, le TAFTA, dirait Alexandre Solzhenitsyn, c'est la forme la plus aboutie du matérialisme, une nouvelle forme de communisme. Vous allez dire, il parle bien l'avocat, mais on n'en est toujours pas dans le concret. Eh bien, le concret, quand je vais vous en parler, vous allez voir qu'il est terrifiant. Terrifiant. Si ce projet se réalise, on peut même se demander si les élections présidentielles en France ont encore une raison d'être. En effet, le TAFTA, c'est l'asservissement par les États-Unis de nos peuples, de nos patries. L'Europe, dans ma formule imagée, était en effet à la fois une étape pour aboutir à cette apothéose ultramondialiste qu'est le TAFTA, et à la fois un moyen. En effet, je vous renvoie au traité de Lisbonne, ne vous tracassez pas, je ne vais pas vous citer des textes, qui confère aux institutions européennes, donc à l'UE, le pouvoir de négocier des traités dans les sphères de compétences qui sont celles de l'Union européenne. Quand je vous dis que c'est un moyen et une étape, eh bien c'est un moyen, en effet, l'Europe, que de passer par-dessus la volonté des peuples, par-dessus la volonté des États, pour conférer à ce moyen première étape la porte ouverte
à la conclusion effective du TAFTA. L'Europe, c'était déjà, et ça reste, la renonciation par les États d'une quantité impressionnante de compétences. Permettez-moi, pour ne pas en louper une, de faire référence à mes notes. Maîtrise de la politique de défense, maîtrise de la diplomatie, maîtrise de la politique des frontières, et donc de l'immigration, maîtrise de la politique économique et sociale, maîtrise de la politique monétaire, imposition de lois sociétales faisant entrer l'Europe dans la décadence, mariage homosexuel, euthanasie, gender et j'en passe, et des meilleurs. Eh bien, quand je vous dis que c'était qu'une étape et un moyen, pour aboutir au TAFTA, maintenant je rentre dans le vif du sujet. Je vous ferai une petite citation latine d'un roi africain d'il y a plus de 1000 ans, qui a dit, en ayant racheté sa liberté au Sénat romain et regagnant Carthage, « Urbem venalem et mariture perituram si emptorem in venerit » ville à vendre qui périra si elle trouve un acheteur, eh bien c'est exactement ce que font nos prostituées au gouvernement. Ils vendent l'Europe aux États-Unis et je crains les Américains quand ils me font des cadeaux. En 4 points, je vais vous résumer le TAFTA. Harmonisation des nombreuses législations européennes à la Lex Americana, économie, commerce, finance et même politique sécuritaire. Si le TAFTA passe, la NSA, la Gestapo américaine, pourra poursuivre sur le territoire européen n'importe qui, chef d'entreprise, citoyen, chef de municipalité qui s'opposera au projet mondialiste. Vous vous rendez compte? C'est Orwell et Huxley réunis. Une diplomatie européenne renforcée dans ses liens avec les États-Unis. C'est un super OTAN. Quand je vous disais que l'Europe était une passerelle, un moyen et une étape, rappelez-vous le traité de Lisbonne qui prévoit la compétence pour l'UE de signer les traités dont je vous parlais. La mise en place d'une gouvernance mondiale, c'est-à-dire américaine. Le TAFTA, traité transatlantique de libre-échange, répond à son pendant déjà en vigueur en Extrême-Orient, signé par les Américains et leurs vassaux asiatiques. Interdisant les frontières, c'est la libre circulation au niveau mondial, Philippe vous l'a rappelé, la libre circulation des personnes, des capitaux et des idées américaines, en faisant fi de la santé alimentaire. Paraphrasant un livre d'un ancien député européen de chez nous, je pourrais dire « Si vous avez aimé la vache folle, vous aimerez le poulet au chlore ». Mise en place d'un système juridictionnel, Philippe vous en a parlé, mais c'est hallucinant les amis. Ce système juridictionnel ne sera pas national, mais il ne sera pas non plus européen. Il ne sera pas du tout même juridictionnel, parce que la juridiction dont on parle, prévue par le TAFTA, c'est une juridiction arbitrale, c'est-à-dire des gens nommés par une des parties au procès, c'est-à-dire les bénéficiaires finaux du TAFTA, les sociétés multinationales américaines, qui vont pouvoir assigner les États, les collectivités locales, les individus et les chefs d'entreprise qui s'opposeraient à leur politique. Une commune, une région qui voudrait imposer l'achat pour les cantines scolaires de nourriture produite dans la région, et sinon dans la région, au moins en France, sera condamnée devant des magistrats qu'on ne connaîtra pas, désignés par la partie requérante, les sociétés multinationales américaines. Et ça ne va que dans un sens. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas saisir, nous ne pourrons pas réclamer auprès de cette juridiction fantoche la défense de nos droits, de nos identités, de nos valeurs. Voilà le monde qu'on nous prépare. Alors j'en terminerai
par une autre image de l'Antiquité. Si les vieux peuples d'Europe ne se réveillent pas, comme le fit Léonidas et ses 400 camarades, et ne gravent pas dans le marbre de nos Thermopyles, amis, nous sommes morts pour faire respecter nos lois, eh bien effectivement, le pire des mondes arrivera. Merci. Merci Dina, vous nous avez parlé de la Gestapo du renseignement. Eh bien, voilà qui conduit directement à l'expertise de Pierre Cros qui va prononcer la dernière intervention. Avant de laisser place, je crois, à 3-4 questions qui sont d'ores et déjà venues de la salle. Nous ne pourrons pas aller plus loin, sinon nous allons gêner les carrefours suivants. À toi. Alors on dit que souvent l'intelligence économique, qu'elle est ni économique ni intelligente. Je vais essayer de vous prouver le contraire. Alors l'intelligence économique voit la mondialisation avant tout comme des rapports de force entre grandes puissances. Et dans ce cadre, la France a un problème. Lequel? C'est que la France subit la guerre économique et qu'elle ne veut pas le voir. Je citerai une fois n'est pas coutume François Mitterrand sur la question de la guerre économique. Qu'est-ce qu'il en disait? C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. La guerre économique est une réalité. Les défaites, ce sont des faillites, des licenciements, voire même des suicides par désespoir. La guerre économique fait des morts. Les armes, elles sont à la fois discrètes et terribles. Alors bien sûr, il y a les armes classiques de la concurrence mondiale, que sont les bas coûts, que sont les technologies. Il y a aussi des armes moins conventionnelles, comme l'espionnage, le renseignement ou la manipulation. L'enjeu de la guerre économique n'est pas tellement de gagner des parts de marché sur ses concurrents, mais c'est de les priver de la capacité d'innover, d'agir dans les nouvelles technologies, d'avoir un avenir économique. Mais la France, pour elle, la guerre économique n'existe pas. Alors, on est dans le tout commerce, dans l'intérêt de tous. Et en même temps, on vend nos bijoux de famille. Donc on a parlé effectivement de la vente des activités d'équipementiers téléphoniques et d'Alcatel, mais il y a aussi la vente des activités turbines d'Alstom, et cette vente, alors que c'était une activité essentielle dans le cadre de la filière nucléaire. Est-ce que vous croyez sincèrement que Merkel ou Obama accepteraient de vendre les sociétés essentielles de l'économie allemande ou de l'économie américaine? Pensez-vous qu'ils accepteraient que Alstom rachète General Electric ou Siemens et reconvertisse ces sociétés en licenciant 14 000 personnes? Je ne le crois pas. Il n'y a qu'en France où on l'accepte. Dans le cadre de la guerre économique, la France est victime du paradoxe du pacifiste. Alors c'est quoi le paradoxe du pacifiste? C'est que le pacifiste croit qu'il suffit d'être contre la guerre pour ne jamais être victime de la guerre. Or, la guerre, c'est l'adversaire qui vous la met dessus. Et dans ce cadre-là, vous avez deux choix, soit vous soumettre, soit résister et vous battre. Et je crois que la France doit faire le choix de se battre. Alors ici, on peut dire, mais que fait l'Europe? L'Europe est censée nous permettre d'exister dans la mondialisation. Je crois que cette idée est doublement fausse. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a l'idée que pour exister dans la mondialisation, il faut être gros. Or, vous avez des pays qui sont de taille moyenne, comme la Corée du Sud par exemple, d'une population de 50 millions d'habitants, qui ont des sociétés extrêmement performantes et de plus en plus performantes dans les nouvelles technologies et dans l'automobile, qui n'ont aucune envie d'abolir leur monnaie, qui n'ont aucune envie de rentrer dans une organisation supranationale, et pour eux, dans la mondialisation, ça va très bien. L'autre problème de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne en elle-même ne nous protège pas contre la mondialisation. D'abord, elle nous empêche de constituer les champions internationaux de la concurrence. Mais surtout, on peut se demander si l'Union européenne est réellement sous influence européenne. Comme il a été dit précédemment, la première force de lobby au sein de l'Union, ce sont les lobbies des grandes entreprises américaines. C'est eux qui prennent les décisions, réellement, qui organisent les décisions au sein de la Commission. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Deux exemples. Le TAFTA, comme il a été dit, ce sont les entreprises américaines qui imposent leurs normes face aux entreprises européennes. Ils font ça extrêmement facilement.
Et deuxième chose, vous avez le cas de la BNP. Donc vous savez que la BNP a été condamnée à payer 9 milliards d'euros cette année. Alors qu'est-ce qu'on lui a reproché? D'avoir fait des transactions avec l'Iran. Et ces transactions, elle ne les a jamais faites à partir du territoire américain. Elle ne les a jamais faites contre la loi française. Mais les Américains ont dit, oui, mais puisque dans ces transactions vous avez libellé en dollars, il se peut que finalement une chambre de compensation américaine était compliquée. Mais dans ce cadre-là, toutes les transactions mondiales utilisant le dollar doivent passer devant la justice américaine. Devant ce jugement unique, qu'est-ce qu'a fait la Commission européenne? Elle aurait pu contre-attaquer en attaquant Goldman Sachs, étant donné que cette banque avait conseillé le gouvernement grec pour entrer frauduleusement dans l'euro. Elle n'a rien fait, prouvant ainsi ses véritables allégeances. Alors, comment peut-on réarmer économiquement la France? Je pense, pour moi, ça peut résider dans un concept, au sein du CAPECO, nous reprenons souvent, qui est le concept de patriotisme économique. Le patriotisme économique est avant tout une attitude. C'est être sûr que les succès économiques de demain de la France résident avant tout dans la confiance en nous-mêmes, dans la confiance dans notre propre force et dans notre génie national. C'est comprendre que les grands succès économiques tirent à leur source de nos propres racines. Si par exemple la France est un pays extrêmement performant dans le domaine de l'industrie de luxe, c'est qu'elle a une longue tradition artisanale d'excellence et qu'elle a une longue histoire plurimillénaire. Le patriotisme économique, c'est aussi faire comprendre aux différents acteurs de l'économie française qui sont dans la même barque, qui doivent avancer dans la même direction. Il faut par exemple que les grandes et les petites entreprises collaborent ensemble dans le cadre de l'export. Les grandes entreprises ont l'expérience de l'international, mais les petites entreprises peuvent les aider avec leur capacité de rebond, d'innovation et de souplesse. Le patriotisme économique, c'est aussi l'État stratège. Alors l'État stratège, ce n'est pas la remise en cause de l'économie de marché ou de la liberté d'entreprendre, mais c'est la possibilité d'agir quand le dogme économique remet en cause les intérêts fondamentaux de la nation. Ainsi, par exemple, l'État stratège doit pouvoir recourir au protectionnisme intelligent si les pratiques déloyales menacent des pans entiers de notre économie. Enfin, l'État stratège, c'est que la France respecte ses engagements. Il ne faut pas que ces engagements compromettent sa souveraineté. Si c'est le cas, elle va pouvoir dire non et retrouver sa liberté. Enfin, l'État stratège, c'est essayer de sortir de cet état de guerre économique, de trouver un nouvel équilibre dans les relations commerciales internationales en s'inspirant de la charte de la Havane. Je crois que face à la mondialisation, la France existera si elle est confiante si elle est consciente de son passé, fière de son héritage, confiante dans son avenir et qu'elle soit entièrement elle-même. Merci Pierre. Je crois que j'ai vu les SMS, il me semble qu'il y a des questions et tout à fait. Qui sont montées de la salle. J'en ai une quatrième à votre disposition, mais il nous reste 5 minutes, je crois, pour clore, et nous ne voulons pas déborder pour ne pas. Et je crois qu'il y a une pause pour ne pas nuire aux copains. Mais vous êtes professeur, vous avez l'habitude de faire court lorsqu'il faut faire court. Alors je vais vous poser les questions. Oui, faire court d'ailleurs dans les deux sens. Je vais les refiler aux autres surtout. D'accord. Bien sûr. Alors bon, on a un petit peu répondu à une d'entre elles, mais je vous pose quand même les 4 questions les plus fréquemment posées par les électeurs et aussi par nos adhérents. Pouvons-nous refuser le traité de transatlantique? Dylan. Bien sûr. En fait, désespérer, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'a dit Louis Alliot, désespérer en politique est un crime. Tout est possible. Les communistes ont vu leur régime de 70 ans s'effondrer sous lui, tout seul. Ce sera le cas du communisme européen et ce sera le cas de ce monde affreux du TAFTA, et il est encore temps de se battre avant qu'il n'aboutisse. Deuxième élément de réponse très rapide. Est-ce que le Congrès américain n'est pas en train de reculer devant le schmilblick qu'on est en train de lui servir? Est-ce que les Américains eux-mêmes ne vont pas être les premiers à abandonner le projet? La question est ouverte.
Très bien, donc toujours réponse courte, je vous remercie. Comment sortir de l'euro? Comment sortir de l'euro? En fait, c'est assez simple. Il y a eu un nombre incalculable d'unions monétaires qui sont défaites au cours des siècles. Est-ce que vous avez entendu, par exemple, de l'union, la Tchécoslovaquie qui s'est coupée en deux entre la Tchéquie et la Slovaquie, avec deux monnaies différentes en 1995? Vous n'en avez pas entendu parler parce que ça s'est extrêmement bien passé. Donc c'est très simple. Un euro vaudra un franc, donc votre compte en banque, votre loyer qui était, votre salaire qui était, par exemple, s'il était de 1500 euros, il sera de 1500 francs. Votre loyer, s'il est de 500 euros, il sera de 500 francs. Et rien ne changera fondamentalement. Sauf le fait qu'on aura la main sur notre monnaie, sur notre taux d'intérêt, sur notre création monétaire, sur notre taux de change pour qu'il soit adapté. Donc ça ne pose pas de problème. Une question à la salle, est-ce que vous voulez, oui ou non, des États-Unis d'Europe? Non. Non. Bon, eh bien, il ne peut pas y avoir de monnaie commune, de monnaie unique, sans qu'il y ait un État-nation au-dessus. Et il y a une expérience, et je prends Philippe Murer à témoin, ainsi que Bruno Le Maire, c'est l'Union latine. On a essayé de nous imposer le Napoléon comme monnaie unique. À la Première Guerre mondiale, l'Union latine s'est effondrée, elle a disparu en 1922 sans que personne ne s'en rende compte. Très bien, on me dit qu'il nous reste une minute, donc une dernière question. Quelles mesures de rétorsion encourons-nous si nous instaurons le protectionnisme intelligent? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, parce qu'effectivement, on se dit, si on essaye de se protéger, les autres vont en faire autant. Mais d'abord, voyons que nous avons bien 60 milliards de déficit, donc ça veut dire qu'il y a des pays excédentaires. Et ce qu'on veut faire, ce n'est pas réduire les importations, c'est développer les exportations. On est capable de vendre l'idée d'augmenter les échanges dans les deux sens. Il est évident que si on dit qu'on fait des barrages, comme l'herpès nous dit, ça ne peut pas marcher. Marine, depuis 3 ans, parle des trucs commerciales. Ce qu'on veut faire, c'est augmenter les échanges, qu'ils soient équilibrés. C'est le simple bon sens, et d'ailleurs c'était le bon sens, on est plusieurs à l'avoir cité ici, et je pense que Bernard Monod en parlera aussi, de la Charte de La Havane, qui avait pour but de dire tous les pays doivent se développer, mais s'il y a un pays qui exploite un autre, forcément ça correspond à des déséquilibres qui vont finir mal, soit par des guerres larvées comme le TAFTA, soit par des guerres tout court. Donc il faut évidemment dire que nous sommes pour des échanges équilibrés. Il ne s'agit pas de prendre la revanche sur l'Allemagne, qui a 200 milliards d'excédents, dont 25 milliards vis-à-vis de nous, mais c'est de dire nous voulons des échanges équilibrés. C'est le bon sens, et c'est ce bon sens qui nous fera gagner, je pense. Merci à vous 5 messieurs, Bruno Le Maire, Jean-Richard Sulzer, Philippe Murer, Pierre Cros et Guylain Dubois pour cette table ronde intéressante. On peut les applaudir.